Stéphanie, tu peux me raconter en quoi consiste ta vie de Super Jamie? C'est joliment dit, Sophie, je te remercie. Super Jamie, ouais, c'est une super héroïne. Tu sais qu'elle a comme faculté, parce que c'est la technique qui lui offre, de pouvoir avoir une oreille incroyable. Elle entend à des kilomètres à la ronde. Et si ça pouvait fasciner les gens de ma génération, c'est-à-dire des années 80, eh bien, en revanche, moi, c'est beaucoup plus embêtant parce que je suis hyperacousique. Ça veut dire que j'ai une perception exagérée des sons du quotidien. Qu'est-ce qui a déclenché ton hyperacousie, Stéphanie? Eh bien, soir de janvier 2003, j'étais dans un concert, c'était Zazie, et puis lors d'un morceau de musique, j'ai senti vraiment un choc, un traumatisme sonore, j'ai vraiment eu mal dans mon oreille. Et dans la nuit qui a suivi, eh bien, ce que j'ai ressenti, c'est deux choses. Premièrement, un acouphène, c'est un nouveau son qui s'est invité chez moi et qui est resté, avec lequel j'ai appris à vivre. Et puis, son corollaire, pour à peu près 40% des acouphéniques, c'est le cas, c'est qu'il y a eu aussi cette sensibilité extrême au son. Par exemple, dans mon appartement, qui était assez calme, je supportais même pas d'écouter la télé. Je n'arrivais pas à mettre une assiette sur une autre après les avoir lavées. J'avais vraiment mal à l'oreille quand je claquais ma porte, quand bien même je n'étais pas une brute en claquant la porte. Enfin, vraiment, les sons étaient très douloureux et je me suis forcée au début à surtout aller marcher. Et justement, j'avais des comportements pas très bons parce que je mettais des bouchons d'oreille et tout ça pour ne surtout pas mettre mon nez dans le métro et entendre les rames du métro. Donc, moi, j'ai eu une hyperacousie suite à un traumatisme sonore et avec un acouphène. Et il y avait vraiment des ressentis de douleur dans mon oreille, dans les muscles autour de l'oreille. Et ça a duré très longtemps avec une sensation aussi d'oreille un peu pleine. Et ça a duré sur plusieurs mois, ces sensations douloureuses. Et quelle solution as-tu trouvé pour t'apaiser? Alors, au début, tu es extrêmement troublé parce que le sens de l'audition, c'est un sens auquel on prête peut-être pas assez attention, mais dès qu'il n'est plus au top, c'est très déstabilisant, que ce soit dans le moins comme dans le trop, trop plein. Et moi, c'est le trop plein. Et je ne savais pas comment me protéger. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je mettais déjà des bouchons d'oreille un peu trop dans ma vie quotidienne pour essayer de me prémunir des sons extérieurs. Et en fait, je vais te parler de ce que j'ai mis en place pour en même temps m'aider au niveau de l'acouphène. Parce que, comme tu le dis toi-même avec cette expression très juste, c'était un peu la double peine d'avoir l'acouphène et l'hyperacousie. Et surtout, je dormais plus. Donc, instinctivement, ce que j'ai souhaité, c'est surtout essayer de retrouver un peu de repos. Et c'était, je l'ai découvert après, la bonne stratégie. Et donc, j'ai été voir un ORL, puis deux, puis trois, pour essayer d'apaiser. Donc là, j'ai eu des traitements médicamenteux, tout ça, on en reparlera quand on parlera des acouphènes, ça n'a pas fonctionné. On m'a mis sous antidépresseurs et anxiolytiques également, ça n'a pas fonctionné. J'ai testé d'autres choses dont on reparlera, que ça va de l'acupuncture à la kinésithérapie, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui pratiquait la sophrologie. C'est une personne qui travaillait sur des cas de traumatisme sonore et notamment qui a été appelée par la suite, je l'ai appris avec des problèmes industriels comme avec ce qui s'est passé à AZF à Toulouse. Donc voilà, c'est une personne qui avait la capacité de connaître le système auditif et de souhaiter pouvoir proposer ce qu'on appellerait un peu grosso modo de la relaxation par l'intermédiaire de l'outil de la sophrologie. Et il m'a fait, à l'époque c'était encore ça, une petite cassette. Et cette cassette, ça m'a permis, quand je réécoutais sa voix, de m'apaiser et d'aller jusqu'à l'endormissement. Et peu à peu, cette cassette, entre guillemets, je l'ai intégrée. J'ai fait moi-même des exercices de respiration, de visualisation, puisque ce sont deux outils de la sophrologie. Et ensuite, ce que j'ai mis en place, c'était d'essayer de retrouver un peu plus de compétences à m'exposer à des environnements bruyants. Alors, fort heureusement, comme on l'a déjà vu dans le podcast précédent, l'hyperacousie va avoir une évolution normalement positive sous 6 mois. Donc, les douleurs se sont un peu apaisées. Et puis, j'ai pu aussi retrouver, on va dire, une tolérance au son, des sons du quotidien. Je me suis forcée très vite à retourner
est dans le métro également. Quand je dis forcer, c'est que j'ai utilisé, par exemple, les respirations et j'ai pu reprendre une vie dans les transports en commun, par exemple. J'ai pu continuer également à travailler de cet ordre-là. Et puis, j'étais toujours très impactée sur certaines situations, quand il y avait dans la rue beaucoup de trafic, les restaurants, c'était difficile, les bars encore moins, alors même qu'il n'y avait pas de musique. Donc, j'ai réutilisé les outils que j'avais avec ma fameuse cassette, avec mes exercices sophrologiques. J'ai rencontré une autre personne en sophrologie qui m'a transmis d'autres exercices. Et ce que je faisais, c'est que chez moi, en fait, j'écoutais une musique que j'aimais bien sur une chaîne musicale et je faisais un son, on va dire, qui était pas très fort. Puis j'augmentais le son. Et puis quand ça devenait inconfortable, en fait, je m'arrêtais, je faisais quelques exercices de sophrologie, puis je reprenais en mettant le son qui était inconfortable. Et là, je voyais comment je recevais ce son. Et au fur et à mesure, j'ai un peu augmenté ma capacité à tolérer, à accepter un son de plus en plus fort. Très bien. Et au bout de combien de temps tu t'es senti mieux avec ce parcours? Ouais, comme tu le dis, il y a toute une notion de parcours. Donc, il y a eu un mieux par l'étape, je pense, vraiment de l'apaisement du corporel, donc dans les 6 mois, ce qui m'a permis de reprendre mes activités vraiment un peu de façon invisible au travail. Mais j'ai mis en place des situations d'évitement quand j'arrivais pas à être, par exemple, au moment un petit peu de convivialité, d'aller au restaurant, dans certains magasins également, aussi dans par exemple, quand tu attends chez le médecin, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis vraiment fait la réflexion qu'il y avait de moins en moins d'endroits où il n'y avait pas de silence, parce qu'en fait, on mettait forcément des petites musiques d'ambiance et tout ça, je trouvais ça très agressif, en fait. En réalité, ce que j'ai ressenti comme étant très aidant, c'est ce temps où spontanément le corps et l'habituation permet d'aller de mieux en mieux, mais où finalement l'état de relaxation globale qui m'a été permise par les exercices de sophrologie, par d'autres activités aussi, ça m'a fait baisser en ce que j'appellerais la vigilance, parce que l'état de survigilance dans lequel nous met la perception d'acouphène, qui était ma double peine, et la perception de l'hyperacousie, fait que je recevais encore plus les sons parce que j'y étais attentive. Donc, c'est vrai que sur une période déjà de 6 mois à 1 an, j'ai commencé à aller de mieux en mieux, avec quand même malheureusement des points sur lesquels j'ai pas pu évoluer au rythme que je voulais et suivant l'endroit que je voulais. Et alors aujourd'hui, comment vis-tu avec ton hyperacousie? Bah, on en a souvent parlé ensemble et je te remercie d'être une oreille si attentive. C'est vrai qu'il y a des points sur lesquels je suis très contente de pouvoir de nouveau avoir des échanges, une vie sociale. J'ai notamment des amis qui sont très surpris de savoir telle et telle activité que j'arrive à faire. Et en même temps, il y en a d'autres que j'ai du mal à faire. Et c'est toute l'étendue et la particularité de chacun, chacune vis-à-vis du monde auditif, parce qu'en plus, il y a des fréquences qui sont parfois plus douloureuses que d'autres. Et puis, parfois, j'ai vraiment des douleurs qui reviennent dans mon oreille et parfois, c'est pas vraiment douloureux. Donc, ces tensions musculaires vont pouvoir être apaisées, travailler avec les exercices également de relaxation dynamique font partie, par exemple, de la technique de la sophrologie que je pratique pour moi-même et que je pratique en tant que sophrologue aussi, puisque c'est un de mes métiers. Et en fait, le problème, c'est que j'ai envie de dire l'acouphène qui était son corollaire à ce problème d'hyperacousie, bah, c'est moi avec moi-même. Je m'en charge. C'est mon petit Jiminy Cricket dont j'ai déjà parlé. C'était le petit nom que j'ai donné à mon acouphène. En revanche, l'hyperacousie, c'est moi avec les autres. Et ça pose encore des questions, ça pose encore des obstacles. Par exemple, j'ai pas pu aller écouter une amie qui est conteuse et également chanteuse lors d'une interprétation qu'elle faisait dans une salle assez petite parce que je vais être très sensible à la qualité du son et lorsqu'on n'est pas avec un bon matériel, eh bien, tout de suite, je vais avoir un ressenti très douloureux. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des moments où je vais être particulièrement détendue, par exemple au cinéma. Je crois que chacun, chacune a pu faire l'expérience suivant le type de film qu'on va voir, qu'il y a des moments de son très forts. Et d'ailleurs, je trouve qu'au cinéma, on représente le son beaucoup plus.
notamment, on a eu à Cocorico un Oscar, un ingénieur du son français a eu un Oscar pour un film qui parle justement d'un musicien de hard rock de métal hard rock qui est devenu sourd avec un acouphène. Et lui, il a voulu faire ressentir dans son film, cet ingénieur du son, vraiment dans la bande son ce que pouvait entendre ce monsieur. Et ces sensations-là, on sait que, ben voilà, moi, quand je suis face à ça alors que je suis en train de me détendre, bon, parfois c'est un peu compliqué aussi. Donc, en tout cas, mes obstacles, ça reste quand il y a une capacité auditive qui est vraiment trop forte. Je ne me suis pas réexposée. Quand bien même, je me suis fait faire des bouchons d'oreille à l'époque. Il faut savoir que des bouchons d'oreille adaptés, ce qui est une forte recommandation pour toute personne qui a une activité de loisir ou de professionnel en rapport avec de la musique ou des sons forts, c'est vraiment des bouchons d'oreille moulés à l'oreille. Ben, ça doit aussi se changer parce que l'oreille, elle se modifie comme tout notre corps tout au long de notre vie. Donc, au bout à peu près de 4-5 ans, c'est ce que disent des ostéoprothésistes. Donc là, je suis à un moment de ma vie où je dois les faire refaire. Mais je t'avoue qu'il y a des moments où je suis un petit peu fatiguée. Je suis un petit peu fatiguée de la suradaptation. Et puis, il y a des moments où ça se passe beaucoup mieux. Alors, je peux relier ça tout à fait à un état de tension musculaire, comme on l'a dit tout à l'heure, un état de tension, de fatigue, peut-être d'anxiété, stress, comme on pourrait l'appeler aussi. Mais globalement, je sais que j'ai ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle, oui, un talon d'Achille. Mon talon d'Achille, il se trouve dans mes oreilles. Et pour terminer, est-ce que ce vécu a une influence ou a eu une influence sur tes activités professionnelles? Ben, c'est vrai que qu'en réfléchissant bien, depuis 2003, j'ai eu des opportunités de changer de cadre dans mon premier travail professionnel, qui est un travail dans l'information, dans les médias. Et en réalité, ben, je n'ai pas souhaité non plus trop aller vers certains types d'emplois qu'on m'avait proposés. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où je suis, c'est relativement calme. Je suis avec des collègues qui ne sont pas très bruyants et je suis voilà, assez protégée à ce niveau-là. Et j'ai la sensation que ça me permet d'avoir de longues heures de concentration sans avoir ce ressenti un petit peu de fatigue et aussi de survigilance que on met un peu en place. Donc, probablement que j'ai eu aussi, je pense, dans certains de mes choix, bah voilà, ce choix de rester peut-être dans un environnement peut-être un peu feutré, j'ai envie de dire. En revanche, c'est vrai qu'en étant sophrologue, puisque je suis devenue sophrologue à la suite de cette expérience personnelle, d'être finalement améliorée dans mon état grâce à cette technique, ça m'a permis, lorsque j'ai rencontré des clients qui avaient les mêmes problèmes, ben, d'avoir ce petit plus peut-être qui est cette compréhension, même si chacun a un profil et un vécu différent, je pense qu'on a une écoute, pour reprendre le monde auditif, qui est un petit peu différent et qui peut permettre aussi d'avoir un échange, un dialogue. Et c'est Christophe André qui disait que, en fait, par exemple, dans le cadre d'un échange en psychologie, que le psychologue montre que lui aussi, il a des problématiques, des faiblesses, des interrogations, des obstacles. Là aussi, ça crée alliance. Et je pense aussi concrètement qu'on peut avoir une alliance grâce au fait qu'on a vécu ça. Mais toute la parole et toute l'énergie, elle passe aussi pour être présent auprès de la personne qui vient à nous, qui a souffert ou qui souffre encore de ce que nous, de peu, de loin, de près, on a connu, on connaît encore. Et ça permet aussi de transcender en quelque sorte ses propres problématiques. Et je pense que voilà, c'est aussi une façon qu'on a tous et toutes peut-être de transformer les accidents de la vie, puisque je pense que ce trauma, c'est un petit peu un accident de vie qui a transformé aussi mon caractère, puisqu'il a transformé une partie de mes choix aussi de vie professionnelle. En revanche, c'est vrai qu'en tant que formatrice, il y a encore plus pu accentuer cet état de transmission. Et on en parlait ensemble, Sophie, quand toutes les deux, on forme d'autres personnes qui sont sophrologues sur des problématiques de l'audition. Bien, je crois qu'on a vraiment à cœur de pouvoir leur transmettre toutes nos expériences et aussi créer cette petite attention à la prévention également, ce qui est
si important parce que le capital auditif, on n'en a qu'un et on est dans un univers de modernisme qui va solliciter beaucoup nos oreilles. On l'a vu lors des épisodes dernièrement de cette pandémie, quand les personnes se sont retrouvées chez elles dans cet état de confinement, combien le son pouvait avoir à la fois une grande force, une ressource, et en même temps être parfois aussi agressif. Qu'est-ce que ce silence aussi a provoqué? Qu'est-ce qui s'est passé quand après on a pu ressortir, entre guillemets? Tout ça, c'est aussi des moments où je pense que d'un point de vue de la société globale, on s'est plus rendu compte de l'importance du son et des sons, en fait. Et puis, quand on est auteur, comme on l'est toutes les deux, ça nous permet aussi, par un autre média, un peu plus calme, un peu plus silencieux, d'avoir des mots, cette fois, qui seront lus dans la tête ou par d'autres voix sur ce qu'on a vécu. Et là aussi, l'idée, c'est une transmission. Après tout, l'audition, ça nous permet aussi d'être en relation avec le monde. Donc, le fait que ce sens ait été malmené par le biais de ce traumatisme sonore, ça m'a permis de rebondir aussi en ayant à cœur, et ce podcast le montre, de pouvoir transmettre par tous les moyens en quoi le sens de l'audition est si précieux. Mais je te remercie beaucoup, Stéphanie, pour ces partages et ces échanges. Donc, si vous le souhaitez, nous vous proposons de vous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode intitulé « Comment soulager les acouphènes et l'hyperacousie ». Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nos comptes Facebook pour trouver de nombreuses informations sur l'audition et le sommeil. À très bientôt et encore merci Stéphanie. Merci à toi Sophie, à bientôt.